Jour 5. Aujourd'hui, on va faire la revue de la semaine. Donc, ce sera une vidéo assez courte parce qu'on est déjà le soir et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais donc, on va tout de suite aller sur les graphiques pour voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et essayer un peu de décortiquer tout ça. Je vais le faire surtout d'un point de vue fondamental et puis on va voir mes performances qui étaient assez mauvaises cette semaine et puis je vais expliquer pourquoi. Donc, pour récapituler la semaine, et comme ça vous pouvez aussi voir comment je fais ma revue de la semaine. Mais donc j'avais montré dans la vidéo précédente, je vais vous montrer ça ici, que donc chaque jour je fais un récapitulatif des marchés, une projection économique. Donc vous voyez ici que pour chaque jour il y a une colonne, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et un récapitulatif des marchés, même chose pour chaque jour. Et donc à la fin de la semaine, ça je l'avais expliqué, je fais une revue de la semaine. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est vraiment, et c'est même, je dirais, la chose la plus importante à faire dans une semaine de trading, même plus important que les projections de chaque jour et les revues de chaque jour. Pourquoi? Parce que ça va vraiment vous permettre de non seulement revoir ce qui s'est passé dans la semaine d'un point de vue technique et fondamental, donc comment est-ce que les prix ont bougé, pour quelles raisons, etc. Ça va vous permettre après de projeter sur la semaine à venir ce qui va se passer, mais surtout, ça va vous permettre de voir les actions que vous avez prises sur la semaine et quelles ont été potentiellement vos erreurs ou bien justement les bonnes actions qui seront à répéter la semaine d'après. C'est un petit peu en fait la seule façon de vous améliorer dans le trading. Parce que si vous ne revenez jamais en arrière, c'est un peu du backtesting en fait, si vous revenez jamais en arrière pour voir ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait et ce qu'il y a à corriger, ben vous ne saurez jamais ce qu'il y a à corriger. Bref, et donc, bon, ça c'est le modèle, mais pour venir à la semaine de maintenant, et donc vous voyez, c'était une très mauvaise semaine pour moi, et je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc pour cette semaine-ci, j'ai commencé la semaine en écrivant quels étaient les événements économiques majeurs, et puis pour chaque journée, donc j'ai fait une projection économique, donc c'est toute cette partie-là, avec une petite analyse technique, etc. Je ne vais pas vous lire tout ça, parce que tout ça c'était pendant la semaine, puis alors en fin de journée, chaque jour, du coup, je faisais une révision de la journée. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la revue de la semaine en entier. Et donc, je vais prendre cette image-ci. Donc, tout ça, c'est moi qui l'ai... Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, c'est moi qui ai... Ouais, bref, je l'ai fait, donc j'ai pris le temps. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps en vrai. Enfin, écrire tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est important, et j'insiste là-dessus, que vous preniez le temps en fin de semaine de vraiment voir ce qui s'est passé sur les marchés. Alors j'ai commencé d'abord par ouvrir un simple graphique de l'euro-dollar. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je trade que l'euro-dollar. Donc j'ai ouvert un graphique de l'euro-dollar, je l'ai mis sur 1 heure, et donc là vous voyez que pour chaque colonne les jours. Donc ici c'est, je vais zoomer un peu, Friday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Peut-être que certaines personnes se demandent pourquoi il n'y a pas le lundi. Lundi c'était congé, Wall Street était fermé pour le jour de l'an. Encore un petit tips, parce que j'aime bien vous donner de temps en temps des petits conseils. Pour avoir les jours où les marchés sont fermés, vous tapez Wall Street Holidays. Et alors ici, vous avez le site du New York Stock Exchange qui va vous donner donc les jours de congé et les heures de trading pour ces jours-là. Et vous voyez par exemple que du coup en 2024, New Year's Day, donc le jour du Nouvel An, le lundi 1er janvier, Wall Street était complètement fermé. Parfois il y a des petites étoiles comme ça, et alors ils vous disent que le jour est pas, donc Wall Street n'est pas fermé toute la journée, mais seulement entre certaines heures. Et donc ici vous avez toutes les dates en fait où Wall Street est fermé. Ça ne veut pas dire que le marché des devises est fermé. Enfin dans ce cas-ci oui, le marché des devises était fermé parce que c'est pas que Wall Street qui était fermé, c'est tous les marchés qui étaient fermés. Mais parfois le marché des devises est quand même ouvert. Simplement, du coup, vous avez beaucoup moins de volatilité. C'est important à savoir. Et donc, c'est pour ça qu'ici, la semaine commence au mardi, donc Tuesday. Et alors, j'ai noté donc pour chaque colonne, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les données économiques principales. Alors, il y en a eu bien plus que ça, vous vous en doutez. Je vais vous montrer juste le calendrier. Donc ici, c'est le calendrier pour la première semaine de l'année, week 1. Et donc, il y a eu toutes ces données-là qui sont sorties. J'en ai analysé certaines. Donc, quand vous voyez une petite page comme ça, c'est que j'ai analysé la donnée. Donc, ça ressemble à quoi? Par exemple, ici, l'ADP. Donc, je prends des notes de ce que le rapport économique dit. Mais bref, ici, j'ai noté, parce que, bon, si je devais mettre tout ça, la liste est beaucoup trop longue, j'ai noté en gros les annonces économiques principales et qui ont impacté les marchés. Donc lundi, on a eu le PMI manufacturier de la zone euro. Mardi, on a eu le PMI manufacturier de la zone euro. Mercredi, le PMI manufacturier pour les États-Unis. Les JOLTS et les minutes de la Fed.
Ensuite, jeudi, données importantes, on a eu l'IPC, donc c'est l'indice des prix à la consommation de la France et de l'Allemagne, le PMI des services de la zone euro, donc on avait eu celui du secteur manufacturier, là on a eu celui des services, et alors on a aussi eu les données sur l'emploi du cabinet ADP et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis vendredi, c'était la grosse journée. Pourquoi? Parce qu'on avait le rapport sur la situation de l'emploi, le PMI des services aux États-Unis, et avant ça, on avait l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, flash pour la zone euro. Flash, pourquoi? Parce que c'est la première estimation de l'inflation en zone euro en décembre, que je ne dis pas de bêtises, voilà. Et donc ça c'est juste la réaction, enfin c'est juste le prix en fait, l'euro face au dollar et comment le cours a évolué. Donc on voit que la semaine a démarré avec une forte baisse de l'euro, je vais expliquer ça juste après. Ensuite mercredi, pardon, je dois tout décaler d'un jour du coup comme lundi c'était fermé. Mercredi le prix a continué à baisser et ensuite il a évolué relativement à l'horizontale, donc plutôt horizontalement autour de 1,09, disons 40, 1,0950, avant de... Disons que mercredi était un jour important, vendredi était aussi un jour important, donc avant de repartir à la hausse vendredi. Parce que là, si vous regardez vraiment, est-ce que je peux le faire? Je crois que j'ai fermé le graphique. Oh non, nickel, je l'ai toujours ici. Donc si vous regardez, en fait, ce qu'on a comme mouvements principaux, c'est vraiment une baisse mardi, une légère hausse en fin de journée, une baisse mercredi, puis une inversion, donc une inversion mercredi. Ensuite, et là du coup, d'un point de vue technique, on avait eu une percée de la structure 1 heure à la hausse. Donc pendant du coup la matinée de jeudi. Donc le prix est remonté dans la matinée de jeudi, et puis est globalement, on peut dire, a évolué pratiquement horizontalement jeudi, est reparti à la baisse en fin de journée jeudi, en début de journée vendredi, et puis est reparti à la hausse. Okay, donc ça, si vraiment je devais simplifier tous ces mouvements un peu très volatiles, c'est vraiment ça qu'il faut retenir comme mouvement. Et alors chercher à comprendre derrière ce qui s'est passé. Donc pourquoi je garde ce graphique? Parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve, que d'analyser un graphique comme celui-là, ou alors il s'est passé plein de choses bizarres, etc. Dans tous les sens. Mais donc, pour l'expliquer en quelques mots, donc d'abord le prix, et alors juste je vais vous mettre ceci, comme ça, pour ceux qui veulent faire pause, là maintenant, vous pouvez voir tout ce que j'ai noté pour la semaine. Voilà, donc faites pause à ce moment-là, et alors je peux descendre un petit peu, voilà, et faites pause à ce moment-là pour lire tout le reste, et puis faites pause ici pour lire tout le reste. Comme ça, vous avez toutes mes notes si vous voulez les lire, parce que je ne vais pas tout repasser en revue. Mais donc, la semaine a commencé avec une forte baisse de l'euro. Pourquoi? Donc, pour ceux qui sont intéressés par les fondamentaux, enfin, vous devriez vous intéresser aux fondamentaux. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'analyse fondamentale si ça ne vous parle pas. Mais l'analyse fondamentale, c'est vraiment ce qui va être à l'origine des mouvements des prix. Et ça va vous permettre d'avoir une direction pour savoir si vous voulez acheter ou vendre une certaine devise. Donc, en début de semaine, l'euro a chuté. Pourquoi? Parce que les rendements américains se sont appréciés. Et donc ça a renforcé le dollar. Alors pourquoi les rendements se sont appréciés? Parce que sur la fin de décembre, en fait, les rendements ont fortement diminué parce que les investisseurs anticipaient une baisse des taux de la Fed très tôt dans l'année, donc en mars. Okay, l'année a recommencé, donc 2024 a commencé, et les investisseurs se sont dit, bon ok, peut-être qu'on a anticipé trop agressivement les baisses de taux de la Fed, et peut-être en fait que la Fed ne baissera pas aussi agressivement ses taux que ce qu'on imaginait. Donc du coup les rendements ont remonté, et pour le dire plus simplement, si je prends par exemple le rendement à 10 ans, okay, donc on voit que sur le mois de décembre, je vais peut-être me mettre en daily, voilà, donc sur le mois de décembre du coup, donc c'est ici, tout ça, donc on voit qu'on a eu une forte baisse des rendements qui sont passés de 4,3% à 3,8%. Okay, et puis du coup là maintenant, donc fin décembre, mais c'est plutôt début janvier, okay, les rendements sont en train de remonter et se réétablissent aux alentours de la valeur clé de 4%. Okay, j'expliquerai après. Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, en fait, c'est que on a eu une forte baisse des rendements, puis les investisseurs se sont dit ok, attendez, ça a peut-être été trop vite, ça repart à la hausse. Je l'explique vraiment simplement, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Et donc ça, c'était pour lundi. On n'avait pas vraiment de données économiques, on a eu le PMI manufacturier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas une zone clé. Il faut savoir que toutes les données qui sont sorties là, donc mardi, mercredi et jeudi, n'ont pas eu un grand impact sur l'action des prix. De toute façon, vous le voyez bien, les prix sont restés pratiquement dans une sorte de range. C'est seulement vendredi qu'on a eu une sorte de hausse brutale en raison du rapport sur la situation de l'emploi et du PMI des services aux États-Unis. Mais donc, pas un grand impact sur l'action des prix. Le PMI manufacturier de l'ISM a eu un certain impact sur les prix, mais ce qu'il faut retenir pour la journée de mercredi, c'est vraiment les minutes du FOMC. Alors, je vais aller plutôt sur les vrais graphiques cette fois pour vous montrer. Et on va aller sur 4 heures. Non, on va aller sur 1 heure.
Ça c'est 4 heures, je vais aller sur 1 heure. Donc, on voit que donc l'euro baissait, ça je l'ai dit, donc ça c'était mardi, ok. Puis mercredi, l'euro continue sa baisse. Pourquoi? Parce que les rendements continuent à augmenter. Si maintenant je voulais vous afficher les rendements à la même échelle, non, une nouvelle échelle, 2 petites secondes, US2, non, 10 years, on va prendre le 10 ans, nouvelle échelle. Donc vous voyez que pendant que l'euro du coup baisse, la ligne jaune que j'ai mis ici, en orange, on voit que les rendements continuent à augmenter. Et puis ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les rendements ont subitement chuté mercredi soir et un peu avant du coup la publication des fameuses minutes de la Fed. Et donc si on observe ici le chandelier qui s'est imprimé le mercredi à 20 h, c'est quoi? C'est une sorte d'avalement haussier qui avale les 1, 2, 3 précédents, même 4 précédents chandeliers, et qui effectue en quelque sorte un rebond sur le niveau psychologique 1,09. Donc ce niveau-ci, c'est le niveau 1,09, ok, qui est déjà correspondait à un niveau de support, etc. Enfin bref, l'analyse technique de base, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc un rebond. Pourquoi un rebond? Et alors, je l'ai noté ici. Voilà. Là où les investisseurs s'attendaient à des éclaircissements quant au calendrier de baisse des eaux de la Fed à travers les minutes, ceux-ci ont été quelque peu déçus, le compte-rendu ne fournissant pas vraiment de nouvelles informations. Toutefois, les investisseurs ont retenu que, c'est ça la phrase importante, les membres du FOMC estiment que le taux directeur se situe à son pic, ou proche de celui-ci. En gros, ce serait potentiellement la fin du cycle de resserrement monétaire, mais bon, ça on l'a bien compris, et donc potentiellement des baisses de taux dans le courant de l'année 2024. Donc à ce moment-là, ça a ramené les rendements, donc ça a fait chuter les rendements vers 3,9% et ça a permis un léger rebond haussier de l'euro, c'est ce que vous voyez ici. Okay. Ensuite, il y a eu beaucoup d'attentes, de l'attentisme et de la prudence pendant le reste de la semaine jusqu'à vendredi. Donc je pourrais analyser les données ici, mais c'est pas tant important, juste j'aimerais préciser. Ici, German Prelim CPI, ça veut dire que c'est les données de l'inflation pour l'Allemagne. L'inflation en Allemagne a réaccéléré et à la suite de ça, les rendements allemands à 10 ans, enfin tous les rendements allemands, mais les rendements allemands particulièrement à 10 ans ont remonté vers 2%, je crois même au-delà de 2%. Et ça a permis à l'euro du coup d'être soutenu. Mais comme vous le voyez, en fait l'action sur les prix n'a pas été tant, comment dire, pas été incroyable. Enfin, c'était, en gros, c'est cette hausse-là. Là, c'était l'inflation allemande. Donc, on a eu quand même une petite hausse de l'euro. Ça a permis un break de la structure 1 heure, mais c'est rien de fou. Ce que je veux dire par là, c'est que si on compare avec d'autres mouvements de prix, comme par exemple ce grand mouvement-là, ou bien, bon, ici c'est plus lent, mais ça reste quand même un grand mouvement de prix, ou bien la baisse qu'on a ici, ben, l'action des prix qu'on a eu là, elle est restée bloquée dans une range d'environ 50 pips, ce qui n'est pas énorme. Pourquoi? Ben, comme je l'ai dit, parce que les investisseurs attendaient le grand rapport sur l'emploi de vendredi. Okay. Bon, je vous passe en gros les détails des données ici, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités de trading pendant la semaine. Je veux dire, ici, ben, ça va être difficile de trader sur une si petite portion. Ici, même chose, ça va être difficile de trader une si petite portion. Ici, même chose, ça va être difficile de trader un si petit mouvement. Alors ici, par contre, on avait du coup une opportunité de trading. Je l'ai entouré, j'ai mis Employment Situation Reports, et c'est ce grand chandelier qui du coup a spike tout le monde, mais on va en parler après. Et donc ce grand chandelier, donc le mouvement haussier qu'on a eu vendredi, donc c'est vraiment celui-là. Ok, est lié au rapport sur la situation de l'emploi et au PMI des services. Alors j'aimerais en parler un petit peu et on va vaguement l'analyser. Pourquoi? Parce que ce rapport a semé pas mal la confusion auprès des investisseurs. On va le faire en temps réel. Donc on va sur Forex Factory et on va prendre le rapport sur la situation de l'emploi. Donc quand on regarde les données, là on se dit quoi? Ok, le rapport est meilleur que prévu. Pourquoi? Au premier abord en tout cas. 216 000 emplois créés, contre une attente de 68 000 et un résultat précédent à 73 000, ok. 0,4%, donc une accélération de la croissance des salaires et un taux de chômage qui se maintient à 3,7%. Donc au premier abord, là où les investisseurs s'attendaient à un ralentissement du marché du travail, le marché du travail semble résilient, ce qui veut dire que, ou plutôt sur les rendements et les anticipations concernant les baisses de taux, ça repousse les baisses de taux à plus tard dans l'année. Donc c'est censé être positif pour le dollar, et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que si je prends ici, je me mets par exemple sur 15 minutes, c'est ce qui s'est passé, ou même 5 minutes, voilà, ou même 1 minute. Voilà, la première minute qui a suivi le rapport, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a littéralement chuté de, on va regarder, de 50 pips. En 1 minute, bam, direct, bam, grosse baisse, c'est positif pour le dollar, etc. Ok, ça c'est logique, je veux dire, n'importe qui apprend les bases un peu du trading pourrait le savoir, c'est littéralement ce qui est écrit là même. Actual grid, donc des résultats plus grands que prévus sont bons pour la devise.
la devise qui est du coup le dollar. Donc ici, on a des résultats meilleurs que prévus, c'est en vert, c'est bon pour le dollar. C'est ce qui s'est passé. Et puis les investisseurs ont commencé à se dire, attends, on va regarder quand même le détail du rapport, ok? Parce que c'est pas parce que les chiffres clés sont dans le vert, attendez, je suis perdu dans les pages, voilà. C'est pas parce que ces chiffres clés sont dans le vert que le rapport est si bon que ça. Et donc quand on clique sur le rapport et qu'on va le lire, attendez, je descends tout en bas, ça c'est le PDF complet. Quand on regarde le rapport, en fait, et c'est là où il faut apprendre à le lire, et je vous invite à regarder ma vidéo sur l'analyse fondamentale pour apprendre un peu plus comment vous renseigner sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la household data, et il y a aussi une autre, et il y a l'establishment data. Vous avez besoin juste de ces tableaux-là. Après, c'est pas nécessaire de descendre plus loin. Donc la household data, ça veut dire que les données ont été récoltées auprès des ménages sur base d'enquêtes relativement subjectives. La establishment data, c'est une enquête plutôt nationale, enfin, elles sont dans tous les cas nationales, mais je veux dire qui est faite au sein des institutions et entreprises, et est un peu plus correct, si je peux dire ça comme ça. Enfin, mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop compliqué. Mais il y a une différence entre les deux, mais elle nous donne des informations différentes. En gros, le nombre de créations d'emplois est calculé à l'intérieur de l'establishment data, c'est le total non-farm, ici c'est le 216 000 qu'on a eu. Par contre, les données sur le taux de chômage, sur les salaires, etc., à quoi que les salaires, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, le taux de chômage est calculé sur base de l'enquête auprès des ménages, donc les données auprès des ménages. Okay, et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme données qui nous intéressent? Ce que vous avez vu, c'est ici le total non-farm, donc c'est 216 000. Ça, c'est une première chose à savoir. Aussi, average hourly earnings, c'est le salaire horaire moyen, si vous faites le calcul. Donc ici, on est passé de 34,12 à 34,27. Ben c'est simple, vous faites 34,27 moins 34,12 divisé par 34,12 fois 100, vous obtenez 0,4%, c'est la hausse qu'on a eue donc du salaire. Cool. Autre chose intéressante, je regarde. Donc là-dedans, ça c'est les trucs, je crois que j'ai tout dit. Hein. Attendez, hein, donc on a ça, 0,4. Ah oui, le taux de chômage, j'ai oublié. Il est dans le household data, unemployment rate, ici, et donc il est à 3,7%. Donc ça, c'est juste les données qu'on a eues. Par contre, si maintenant on veut rentrer dans le détail, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand on regarde par exemple Attendez, je cherche. Voilà, le nombre de personnes employées selon l'enquête des ménages. Ok. Ici, on est à 161 183 000. Ce qui est une baisse par rapport au mois précédent et le plus faible niveau depuis 6 mois. Donc en réalité, en fait, le nombre de créations d'emplois est élevé, mais le nombre de personnes actuellement employées aux États-Unis diminue. Donc déjà, ça nous donne une information contradictoire. Le taux de chômage, je le cherche. Le taux de chômage ici est resté inchangé, mais si on regarde le nombre de personnes au chômage, on est passé de 6 262 000 à 6 268 000. Ce qui veut dire qu'il y a une hausse en réalité du nombre de personnes au chômage. Donc ça aussi c'est important à prendre en compte. Et alors, autre chose qui est intéressant, laissez-moi trouver. Ah oui, donc dans l'establishment data, donc autant il y a 216 000 emplois créés, mais si on observe le détail, dans quel secteur est-ce que ces emplois ont été créés? Donc quand on regarde, par exemple, on voit que ici, on a beaucoup d'emplois qui ont été créés dans les soins de santé et l'assistance sociale, enfin même leisure and hospitality, ici, 40, 40 000, 52 000 par le gouvernement, donc ça c'est pas vraiment un bon indicateur, parce que ça veut dire que le gouvernement crée des postes pour compenser la faiblesse de l'économie, et alors on a aussi beaucoup d'emplois qui ont été créés dans... Ah ben oui, non, en fait, je viens de le dire, tout simplement. Donc ces deux secteurs-là, en fait, leisure and hospitality, les soins de santé, donc healthcare, et le gouvernement. Donc ça veut dire que, et je l'ai noté dans une belle phrase, j'avais noté... Attendez, hein, voilà. La croissance de l'emploi au cours des derniers mois a été largement concentrée dans une poignée de secteurs. Ce qui veut dire que c'est pas toute l'économie qui est solide, en fait, c'est qu'une poignée de secteurs qui est solide. Et... autre élément important, c'est que là où on avait vu plutôt le rapport d'ADP, ici le rapport d'ADP qui signalait du coup, je vais juste lire la phrase qu'ils ont mise. Voilà, on va la traduire, ça va être plus simple.
Le secteur de la construction a résisté au taux d'intérêt élevé, mais l'industrie manufacturière a poursuivi ses difficultés. L'industrie manufacturière a poursuivi ses difficultés. Et quand on observe ici dans le rapport officiel sur l'emploi, le secteur manufacturier a créé que 6 000 emplois, après 26 000 le mois passé. Donc on voit quand même que le secteur manufacturier peine à embaucher, et que même si on prend l'enquête ISM, donc l'enquête de ISM sur le secteur manufacturier, ok, manufacturing... On voit ici dans le tableau que l'emploi du coup a augmenté de 2,3, donc on se dit ah c'est une bonne chose, du coup l'emploi s'est redressé et explique en partie pourquoi le secteur des services s'est redressé, donc je l'avais déjà expliqué dans la vidéo d'hier, ou avant-hier, je sais plus, enfin bref. Mais en réalité, l'indice est toujours sous le niveau 50, ça veut dire que oui, le secteur de l'emploi, c'est entre guillemets, enfin l'emploi dans le secteur manufacturier s'est redressé, mais reste en territoire de contraction, donc continue à ralentir. En bref, on continue à licencier du personnel et à diminuer la masse salariale dans le secteur manufacturier. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'au final, le marché du travail, même si en apparence, quand vous regardez ces données-là, juste les 3 chiffres paraît solide, en fait, on voit qu'il y a plein de failles. Et puis comme je vous l'ai dit, je vous invite à faire pause sur cette page-là et à lire ce que j'ai noté. C'est ici l'explication de pourquoi le marché du travail n'est pas si solide que ça. Donc c'est vraiment sur ces 3 paragraphes-là que je l'explique. Mais donc on a un marché du travail pas si solide que ça. Réaction du prix à la nouvelle, du coup le prix, je vais le prendre sur ce graphique-là qui est plus simple, a d'abord chuté à la baisse, il a percé le niveau 1,09 avant de repartir à la hausse. Et puis ce qui a renforcé davantage l'euro à remonter face au dollar, c'est aussi la publication du PMI des services, où on voit que le secteur des services aux États-Unis a complètement chuté, à 50,6. Si je prends mes notes sur l'enquête ici, on voit que le secteur des services américains a considérablement ralenti en décembre. L'indice PMI est tombé à 50,6, le chiffre le plus bas depuis mai. Le sous-indice des nouvelles commandes a chuté, l'inflation est restée élevée, ça c'est une donnée importante pour la semaine prochaine où on aura l'IPC américain. Et l'indice de l'emploi a quant à lui chuté aussi. Et encore un indice que du coup le secteur de l'emploi, que ce soit dans le secteur des services ou manufacturier, n'est pas si bon que ça. Mais donc voilà, ça explique la hausse ici. Je voulais juste le préciser parce que c'est vraiment cette donnée-là. À la limite, si vous ne regardez pas toutes les données ici, c'est pas grave, mais c'est vraiment cette donnée-là qui est importante. Bon, comme je l'ai dit, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur les positions que j'ai prises. Je vais simplement vous montrer le résultat de cette semaine qui était du coup une mauvaise semaine. J'ai perdu à peu près 1,5%. Pourquoi? Pas tant parce que du coup, comme je l'ai analysé ici, ma direction était mauvaise, parce que c'est ça qui est très intéressant. Si je remonte ici, donc vous voyez un mini résumé de mes prévisions pour chaque jour. Pas ce qui est écrit ici, ça c'est autre chose, mais vraiment les petites cases ici, résumé. Donc mon billet haussier, alors là j'étais un peu trop optimiste, à 11,30, et puis je me suis dit bon, haussier vers 1,10, mais de toute façon, ce que j'avais noté au début de la semaine, c'est attendre la fin du retracement 4 heures pour envisager un long sur l'euro, donc de l'achat sur l'euro. Donc ce que je disais ici, c'est que si je me mets, on va prendre ce graphique-là, sur 4 heures, je considérais, je vais me mettre même en daily, donc je considérais ceci comme la structure 4 heures, suivez mon trait jaune. Et donc pour moi, ceci c'est le retracement de la structure 4 heures. Qu'est-ce que j'attendais? C'était du coup la fin de ce retracement, pour envisager d'acheter de l'euro, pour que du coup, parce que du coup on est dans une tendance haussière, etc. Bien évidemment, et ça je précise, c'est que j'envisageais de l'achat, mais pas pour aller chercher l'euro hyper haut, simplement pour aller chercher l'euro un petit peu plus haut avant qu'il rechute pour venir retester la ligne de tendance et ensuite reparte à la hausse. Ça c'était un peu l'idée technique. Et donc mon plus gros problème en fait, et c'est ce sur quoi je dois travailler, j'en ai parlé hier, du coup notamment dans les plus grandes erreurs de trading que je commets, etc., c'est que je fais preuve de beaucoup trop d'impatience. J'ai beaucoup de mal, en fait j'ai cette peur de manquer certaines opportunités, ce qui fait que je prends des décisions parfois trop impulsives sur donc j'ouvre des positions qui ne sont pas suffisamment préparées ou qui n'ont pas suffisamment de solidité d'un point de vue technique et fondamental que pour être gagnantes. Et donc j'ai ouvert, et donc mon idée de base depuis le début de la semaine, et c'est noté du coup ici, attendre la fin des retracements pour envisager un long sur l'euro. Ici j'avais noté que l'ISM et les JOLTS aurait dû initier un rebond de l'euro, mais en réalité les JOLTS ont été relativement bons et l'ISM, donc c'était l'ISM manufacturier, était aussi pas si mauvais que ça. Mais j'ai quand même noté, donc je cherche un setup d'achat. Ici je cherche à identifier un setup d'achat, ici je cherche à identifier un setup d'achat. Ce qui veut dire que je me retrouve du coup avec un prix qui baisse, surtout le mardi et puis un petit peu le mercredi, et ici une sorte de setup d'achat qui commence à se dessiner. Mais donc déjà là je cherchais un setup d'achat, mais j'attends, je cherche un setup d'achat et j'attends, et dans tous les cas je cherchais un setup d'achat. Et donc la frustration surtout qui peut être là, c'est que
J'avais dit quoi? J'avais dit, bah, je cherche un setup d'achat, je veux que le prix monte. Et ici, quelque part, cette position-là, laissez-moi effacer les autres, elle est correcte quand on regarde, ok? Juste un petit peu trop haute, pardon, parce que j'ai été chercher un 10-200. C'est pas le profit que je prends nécessairement, c'est le profit maximum que j'imagine. Mais donc, l'idéal, comme je l'avais dit, c'est j'allais chercher le niveau 1,10. Et parfois, c'est assez frustrant de se dire, ben, en fait, j'avais raison sur la direction. Pourquoi? Parce que quand j'ai noté en début de semaine, littéralement, j'avais dit, je cherche un setup d'achat parce que j'anticipe un ralentissement du marché du travail. Euh, j'ai noté ça, voilà. Un ralentissement du marché du travail combiné à une résurgence de l'inflation en zone euro pousserait les investisseurs à réévaluer leurs anticipations concernant la trajectoire des taux, ce qui pèserait sur le dollar et serait positif pour l'euro. Et alors, plus tard, donc je crois que c'est le lendemain, j'ai dit mon billet fondamental était haussier, j'anticipe un retour au-dessus du niveau 1,10, mais il faudra probablement attendre l'application du rapport pour envisager la paire au-delà du niveau 1,11. Donc là, j'étais encore un peu trop optimiste par rapport à l'impact que ça aurait pu avoir sur le niveau des prix. Et puis du coup, jeudi, j'ai commencé à me dire que ça aurait été plus raisonnable d'aller chercher... Est-ce que je l'ai noté? Peut-être pas noté dans mon explication, mais de toute façon je l'ai noté dans mon résumé ici que j'allais chercher du indice. Et donc je cherchais à identifier un setup d'achat. Ça c'était jeudi, donc c'était ici. Donc ici j'avais observé du coup le break de la structure 1 heure, et maintenant j'attendais un retracement en zone peut-être en zone de demande pour ensuite aller chercher de l'achat. Okay, ça c'est vraiment hyper simplifié l'analyse, mais c'est pour que vous compreniez. Et donc le problème c'est qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vois le setup, ok? Je suis tellement impatient d'entrer que, hop, je prends une position d'achat ici. Beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Pourquoi? Parce que non seulement il y a le rapport sur l'emploi le lendemain, mais en plus, c'est pas une zone à forte probabilité, on va dire. Ok, je me fais sortir. Ensuite ici, on est déjà une zone bien plus intéressante. J'ouvre une deuxième position. Et puis, je sais pas, je suis pas sûr, etc. Et malheureusement, je ferme la position avant même qu'elle ait eu le temps de se jouer. Bon, une petite perte. Alors c'était une perte d'un demi-R, mais bon, bref, quand même. Je me rends compte de mon erreur, j'ouvre une troisième position, qui malheureusement se fait sortir, et cette troisième position, même si elle était une perte, n'était pas non correcte, entre guillemets, donc c'est celle-ci, c'est ce carré-là, je ne sais pas si vous le voyez, avec du coup une entrée là, n'était pas correcte. En fait, au final, c'est la même position que celle que j'avais ouverte juste avant ici. Mais disons simplement que cette position initiale était correcte, j'aurais juste pas dû la fermer, ou alors en tout cas la fermer au break-even si j'étais pas sûr, mais bref. Je vais enlever celle-ci. Donc ça, c'est la fameuse position que j'ai initiée beaucoup trop tôt. Voilà. Et donc cette position initiée n'était pas mauvaise en soi, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé après le rapport sur l'emploi? Je l'ai expliqué tantôt, le prix a d'abord spike à la baisse, parce que les investisseurs se sont dit « Oh, le rapport est meilleur que prévu », et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une faiblesse sous-jacente du marché du travail, et donc le prix est reparti à la hausse, et puis alors la hausse a été renforcée par le rapport sur le secteur manufacturier ici, et le prix a rejoint les alentours du niveau 1,10. Ok. Et donc, la direction est bonne, et c'est ça la conclusion que je vais faire. Et puis, parce que comme j'ai pas envie de... En fait, j'en parlerai demain plus en détail, mais c'est ça la conclusion que j'ai envie de faire, c'est que t'auras beau, et je vais même me mettre comme ça, t'auras beau avoir la bonne direction, avoir une bonne analyse fondamentale, savoir où est-ce que le prix va aller, et avoir raison, c'est ça le pire. Si tes entrées sont pas bonnes, et c'est pas nécessairement une question d'analyse technique, c'est ça le pire, on pourrait se dire « Ah, mais donc ça veut dire que ton analyse technique est mauvaise ». Pour quelqu'un qui pourrait s'adresser à moi, me dire bah, « Ton analyse technique est mauvaise », ce qui peut être une raison, mais après avoir amélioré mon analyse technique pendant longtemps, parce qu'encore une fois, ce que je vous montre là, c'est vraiment simplifié, j'essaie de garder ça le plus court possible, mais il y a parfois 1 heure, même plus, de recherche derrière et d'analyse sur les graphiques pour trouver des points d'entrée. Mais donc là où on pourrait se dire que le problème vient de l'analyse technique, c'est essentiellement psychologique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cette impatience, ce manque de confiance en ma capacité à saisir une opportunité. Parce que pourquoi j'aurais peur de manquer une opportunité? Parce que je ne me fais pas confiance que pour les saisir quand elles se présentent. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi peut-être une sorte de, je sais pas, de stress, de ce besoin compulsif de trader. Parce que ça peut être très difficile d'être patient. Parce que être patient, ça veut littéralement dire ne rien faire. Enfin, pas ne rien faire, mais être là, attendre et regarder les marchés. Et le problème, c'est que, et j'ai remarqué, plus on passe de temps à observer les marchés, plus on est tenté d'ouvrir une position. Parce qu'on a envie de prendre part à l'action. Sauf que c'est la pire chose que tu puisses faire en trading. Tu dois apprendre à être patient et à ouvrir une position que quand tu as vraiment les raisons fondamentales pour le faire, et puis le trigger, l'élément déclencheur technique pour ouvrir la position. Honnêtement, sur cette semaine, je l'aurais probablement fini en perte. Pourquoi? Parce que mon idée de base était bonne avec la direction, mais à cause de la volatilité qui a été issue à la suite du rapport sur l'emploi, je me serais quand même fait sortir. Mais au moins, j'aurais encaissé juste un R de perte, donc juste une perte, et pas 3 à 4 pertes comme ça a été le cas.
ce qui porte un coup à mon compte. Parce qu'une semaine avec une perte, c'est pas la mort, ça arrive. Toutes les semaines ne sont pas dans le vert, tous les jours sont loin d'être sont pas dans le vert du tout. Ça, il faut bien comprendre que les pertes font partie du trading. Mais une semaine comme ça, et c'est ça qui est bien aussi de le montrer, j'essaie d'avoir le plus de transparence possible, c'est pour vous montrer que j'ai fait entre guillemets de la merde. J'ai été compulsif, j'ai été impulsif, j'ai ouvert des positions qui n'avaient pas lieu d'être, et ça m'a valu pas une grosse perte. Au final, j'ai perdu que 1,5% parce que j'ai une gestion des risques très précise, enfin très stricte, mais ça reste des pertes qui n'ont pas lieu d'être. C'est surtout ça le point sur lequel j'insiste. Il y a des pertes qui ont lieu d'être, dans le sens où il y a des pertes qui ne découlent pas des erreurs du trader, mais qui découlent simplement des probabilités du marché. Ça veut dire que, imaginons, tu prends un setup qui a 60% de probabilité ou 70% de probabilité d'aller dans ton sens. 70% de probabilité d'aller dans ton sens, et aussi 30% que ça n'aille pas dans ton sens. Et donc tu peux te faire sortir, mais si tu as, durant le processus pour prendre la position, si tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, la perte n'est pas grave en soi, puisque tu as exécuté, ça passe, ça casse, ça arrive. Par contre, si maintenant tu as encaissé une perte qui découle directement de tes erreurs en tant que trader, parce que tu n'étais pas censé ouvrir une position, parce que c'était un setup à faible probabilité, forcément tu t'es mangé une perte, et donc du coup c'est une erreur de trading, ou bien, je sais pas moi, tu as eu une mauvaise gestion de ta position, tu as peut-être ouvert une position, tu es en profit, au lieu de prendre des profits partiels ou de déplacer ton stop, tu as juste laissé la position tourner, le prix s'est inversé contre toi et tu as pris une perte, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que si du coup si la perte découle directement d'une erreur de trading, d'une erreur de la part du trader, alors c'est pas bon. Et ça, il faut le corriger. Et honnêtement, sur cette semaine, et je ne suis pas fier de moi, il y a au moins 3 positions sur les 4 qui découlent d'erreurs. La première, c'est de l'impatience. La deuxième, c'est la peur de perdre de l'argent. Enfin, donc la première, c'est peur de manquer une opportunité, littéralement, parce que je suis rentré trop tôt, sans avoir les signaux suffisants, etc. La deuxième, c'est la peur de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que la position en elle-même était correcte. Je veux dire, comme je l'ai dit, si maintenant, avec le recul, j'analysais objectivement, selon mon plan de trading, j'aurais dû en prendre la position. Ça aurait été un perdant à cause de la volatilité, mais j'aurais quand même dû prendre la position, si j'appliquais mon plan de façon objective et stricte. Mais j'ai quand même fermé la position sans raison pour la fermer. Donc ça veut dire que c'était la peur de perdre de l'argent, littéralement, ou de me tromper, ou quelque chose comme ça. Parce qu'au final, juste après, j'ai réouvert la même position, qui du coup a été une perte, mais celle-là a été une perte justifiée, mais mon erreur a été d'ouvrir une position juste après avoir fermé une autre position, enfin bref. Et puis finalement, la dernière position avait pas du tout l'idée, c'était n'importe quoi. Mais je ne veux même pas l'analyser, ça en vaut pas la peine. C'était purement compulsif, c'était un peu du revenge trading. Mais donc voilà. Pour terminer, en gros, ce sera d'ailleurs le sujet de la vidéo de demain. Demain, on fera la planification de la semaine à venir. Mais on parlera plus en détail de cette psychologie du trading. Je suis en train de lire un livre très sympa qui s'appelle The Inner Game of Tennis, qui parle de tennis, mais ça n'a rien à voir avec le tennis dans le sens où ça explique essentiellement le mindset à avoir, la mentalité. En fait, ça explique simplement qu'on a deux adversaires. On a l'adversaire en face de nous dans le tennis, et puis on a aussi l'adversaire qui est en nous. Et souvent, on est notre plus grand ennemi. Et c'est avec soi-même qu'il faut traiter pour du coup réussir à être un professionnel. Et donc dans ce cas-ci, c'est un livre qui peut s'appliquer au trading. En fait, c'est un livre qui peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie. Mais donc du coup, je suis en train de le lire, je suis déjà à la moitié et c'est hyper intéressant. J'apprends plein de choses et je me rends compte de plein des erreurs que je fais. Mais je pense franchement que pour les semaines à venir et les mois à venir, j'aurai beaucoup de boulot à faire sur la psychologie du trading. Parce que c'est, je pense, le point faible de tous les traders. Certains galèrent avec la gestion des risques, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, mais ça c'est que les trois, on va dire, c'est vraiment juste c'est peut-être les trois piliers du trading, mais en dessous de tout ça il y a le socle, et le socle c'est la psychologie du trading, c'est le mindset, c'est savoir gérer ses émotions, savoir prendre les bonnes décisions et pas commettre d'erreurs de psychologie liées à toutes ces peurs dont j'ai parlé, la peur de perdre de l'argent, la peur de se tromper, la peur de manquer une opportunité, de laisser de l'argent sur la table, etc. Bref, on va s'arrêter là, et puis du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Voilà.